poser mes petites Ouais, affaires. attention que ça ne tombe pas. Non. Je vais couper la sonnerie. Cette chose-là. Je mets ça là pour garder l'heure. Oui, oui, bien sûr. Ah bah j'ai l'heure là. Voilà, il y a tout. Ça sert à rien, j'ai l'heure là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'il va être l'heure de commencer. Donc, bienvenue pour cette 6e rencontre dans le cadre de ces conférences Images des sciences, sciences des images. Donc, dans ce voyage à travers les images et les sciences, on a exploré beaucoup de domaines, beaucoup de modalités, et ce soir, on va encore en explorer des différentes, puisque bon, ce qu'on a fait, on a commencé par de l'astronomie, on est allé se promener à l'intérieur du corps humain, on est allé dans des mondes virtuels avec Marie-Paul Cany, on est aussi allé voir du côté de la photographie, et aujourd'hui, on va aborder quelque chose qui, d'une certaine façon, est assez intemporel, mais qui reste toujours d'actualité, puisque ça a à voir avec la place du dessin comme base d'image, et en particulier, évidemment, pour l'interaction avec les sciences. Alors pour ça, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Guillaume Lecointre, qui est professeur du Muséum national d'histoire naturelle, systématicien, zoologiste, et il est le responsable scientifique de l'atelier d'iconographie scientifique du Muséum. Donc on ne pourrait rêver personne mieux placé pour nous parler de la permanence du dessin scientifique, tant en description que théorie et diffusion, et je lui laisse la parole. Merci pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais vous convaincre ce soir de cette idée que le dessin scientifique est toujours à l'œuvre en histoire naturelle et fait même partie du vocabulaire de l'histoire naturelle. Autant lorsqu'il s'agit de décrire ce qui existe, mais si j'ai la prétention de pouvoir vous surprendre, j'aimerais vous emmener jusqu'à le rôle du dessin dans l'expression des théories en sciences. Et puis évidemment, le rôle du dessin en matière de diffusion. Le dessin scientifique à la main, disons-le, est-il obsolète ? Est-il dépassé compte tenu des technologies extrêmement sophistiquées par lesquelles aujourd'hui nous sommes capables de restituer les structures de ce qui existe ? Évidemment, vous me voyez venir, la réponse est non, il n'est pas obsolète. Le dessin scientifique n'a d'abord jamais été remplacé par l'irruption de la photographie. Et si je vous montre une photo, voilà, j'ai fait exprès de prendre une photo sous-marine. Le degré de précision que vous avez à l'arrière de l'animal que vous voyez ici n'est pas restitué par la photo, mais il est restitué précisément par un dessin extrêmement précis. Alors ces dessins extrêmement précis qui se veulent d'abord descriptifs, ces dessinateurs... ici Bernard Duhem, ces dessinateurs, dans l'histoire de l'histoire naturelle, on sait qu'ils faisaient partie des expéditions de jadis, car il n'y avait pas d'appareil photo. Charles-Alexandre Le Sueur, pour n'en citer qu'un, d'origine havraise, a participé à plusieurs grandes expéditions d'histoire naturelle du début du XIXe siècle, et on se délecte encore de la beauté des méduses de Charles-Alexandre Le Sueur. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas mis une méduse, pour une fois, de Charles-Alexandre Le Sueur, mais je vous ai mis un sélacanthe qui n'est pas très joli, mais après tout, c'est une question de goût, parce que même quand on peint des organismes dans la volonté de les décrire, on en fait véritablement des œuvres d'art. Et c'est là que mon propos est tangentiel, parce qu'on peut dire que le geste du scientifique devient parfois un geste artistique lorsque le dessin précis des êtres qui existent remporte une émotion chez celui qui le regarde. C'est pour ça qu'on fait des rééditions des vélins scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. Donc ce dessin scientifique, il n'a jamais été supplanté par la photo, disais-je, mais c'est pas vrai qu'en histoire naturelle, c'est vrai en médecine. Il suffit que vous regardiez ces deux figures. Celle de gauche, je n'ai pas l'impression d'y comprendre grand-chose si je ne suis pas déjà un fin anatomiste du corps humain. La figure de droite me montre ce que mon œil doit percevoir de ce qu'il faut comprendre de la structure que l'on regarde. Donc c'est une évidence, et je suis désolé, par des évidences, mais le dessin scientifique, et on vous l'a certainement déjà dit, guide
le regard dans la description du monde réel. Donc, remplacé ni par la photographie, ni par la radiographie, ni même par le scanner tomographique à rayon X. Là, j'ai pris tout exprès pour vous le numéro actuel de Journal of Anatomy, qui est un journal scientifique international, avec un magnifique scan issu d'un scanner tomographique à rayon X de la structure musculaire d'une chauve-souris repliée sur elle-même. Pour comprendre cette chauve-souris, il va falloir la déplier et la remettre en position de manière à ce qu'elle soit lisible. C'est un geste qui a été déjà fait au XVIe siècle, au XVIe siècle, pardon, et j'y reviendrai dans un instant. Mais au sein même de ce journal, où on pourrait se dire l'image rendue par un scanner tomographique à rayon X est-elle suffisante ou serait suffisante pour décrire le tout de ce qui est? Eh bien, même pas, puisqu'au sein même de ce journal, on trouve des figures comme celle de droite, c'est-à-dire, il y a deux muscles qui sont décrits, il y a un nerf qui est décrit, et on redessine à l'ancienne dans un journal qui pourtant porte sur sa couverture des versions les plus sophistiquées, sur le plan technique, j'entends, des représentations du vivant. Tout concourt à la compréhension des structures du vivant. Là, je vous montre des choses absolument absconses. Ce sont les structures musculaires du tronc de poissons mésopélagiques. Mésopélagiques, c'est-à-dire qui vivent dans un océan à profondeur moyenne. Eh bien, cette musculature du tronc, non seulement on la prend en photo, mais comme je le disais il y a un instant, lorsqu'on la prend en photo, on n'est pas sûr de bien comprendre ce qui se passe. Il faut employer de la lumière polarisée sur la photo en noir à droite. Il faut employer de la lumière polarisée pour comprendre la structure des parois qui séparent les blocs musculaires, c'est ce qu'on appelle des septa, et on joint toujours à ces photos, à ces dessins, c'est pas un dessin, pardon, on joint toujours à ces photos un dessin supplémentaire pour que l'œil apprenne à lire et à interpréter ce qui fait office de preuve dans la figure du bas. Donc la photographie ou la préparation histologique ou ostéologique ne fait pas office de preuve toute seule. Certes, elle fait office de preuve, mais pour que la preuve soit lisible, il faut qu'elle soit aidée d'un dessin. Encore aujourd'hui, là je vous parle d'un article qui est paru en 2021. Donc si je pouvais encore vous convaincre que le dessin n'est pas obsolète, eh bien j'espère l'avoir fait. Alors, décrire ce qui est, on remonte à loin. Est-ce que l'histoire naturelle se réduit à un cabinet de curiosité dont il faudrait faire des dessins pour appuyer ce qu'il essaye de montrer? La réponse est non, bien sûr. Depuis les origines, l'histoire naturelle relève de l'inventaire. C'est à historia. Pour Aristote, ça commence par l'inventaire raisonné de ce qui existe dans la nature. Et le cabinet d'histoire naturelle le cabinet de curiosité, passe au musée d'histoire naturelle ou au cabinet d'histoire naturelle, si vous préférez, au moment où s'esbaudir, s'exclaffer, se laisser impressionner n'est plus suffisant, on cherche à comprendre. Et pour comprendre, il faut organiser. Et donc, un musée d'histoire naturelle se distingue d'un cabinet de curiosité par le fait qu'il organise les objets dans une volonté explicative. Dès lors, il faut guider l'œil sur ce qu'il faut voir. Parce que si vous voulez faire l'inventaire de ce qui existe, d'abord, il faut placer des spécimens dans des collections. Sinon, l'inventaire, au bout d'un certain temps, on ne sait plus de quoi on parle. Et c'est pour ça que les collections d'histoire naturelle existent. Pas loin d'ici, au Muséum national d'histoire naturelle, vous avez 68 millions de spécimens dont les chercheurs du muséum garantissent l'accès, entretiennent. Des collections pour des spécimens qui serviront de référence. Faire l'inventaire, ça veut dire décrire et ça veut dire donner des noms. Et ça, c'est la première brique de l'histoire naturelle. Ensuite, évidemment, l'étape suivante est une étape davantage explicative. On va rendre compte des origines de ce qui existe. Ce dessin scientifique, il participe de toute cette entreprise intellectuelle. Il participe du vocabulaire de l'histoire naturelle et plus spécifiquement de la taxonomie, de la systématique, sciences des classifications, de l'anatomie comparée encore aujourd'hui. Là, je vous montre quelques figures qui sont publiées récemment par des dessinateurs du muséum. Il s'agit bien de caractériser ce qu'il y a. Il n'y a pas d'article scientifique décrivant une nouvelle espèce qui ne soit pas appuyé par des dessins. Ça, c'est... Alors, si nous sommes chez les micro-organismes,
le dessin s'impose moins. Mais dès qu'on est dans des macro-organismes, des organismes visibles à l'œil nu, eh bien, le dessin scientifique participe de toute nouvelle espèce qui est publiée aujourd'hui. Donc je disais orienter l'œil sur ce qu'il faut voir, mais aussi interpréter. Puisqu'on va s'orienter de la description à l'explication, il va falloir interpréter des postures, des relations, et on va être ici sur le versant des reconstitutions. En paléontologie, par exemple, ou en paléoécologie. Alors, restituer des connaissances en termes de relations, par exemple, ici, on pourrait dire que le dessin a servi à restituer, en quelque sorte, ce qu'on appellerait aujourd'hui un écosystème. D'abord, la posture, parce que l'organisme que vous avez trouvé, là, vous voyez un squelette à droite de Dimétrodon, mais ce squelette, il a été retrouvé en petits morceaux, bien sûr, désarticulés. Et donc, là, il y a une première étape scientifique d'interprétation qui consiste à rendre de ce squelette désarticulé une certaine posture. Le dessin va renforcer cette posture, mais déjà dans le dessin qui est à droite, vous avez une couche interprétative supplémentaire, c'est que les muscles et la peau qui sont sur ce squelette, ils n'ont pas été préservés. Et donc là, évidemment, il y a eu un spécialiste de l'anatomie qui a bien dû donner son avis sur ce à quoi devait ressembler cet animal dont on n'a plus que le squelette, en fait, puisqu'il s'agit ici de paléontologie. Ce Dimétrodon, il a disparu depuis la base du Permien. Et en bas, deuxième niveau d'interprétation, le dessin participe de la restitution de l'ensemble des organismes qui ont été trouvés probablement dans des couches sédimentaires, proches ou les mêmes carrément. Interpréter des postures, alors on ne le voit pas seulement dans les articles scientifiques, mais on le voit aussi sur les premières pages des grands journaux vitrines, comme Nature ou Science par exemple. Interpréter des postures. Et plus l'organisme retrouvé est gros, et plus vous avez de chances de faire la une de ces grands journaux. Si vous découvrez une nouvelle espèce d'amibe, il y a peu de chances que ça fasse la une des grands journaux. Si vous découvrez un nouveau dinosaure, alors là vous êtes quasiment garanti d'avoir la première page. Interpréter des biotopes, ici un dessin d'Alain Beneteau qui restitue l'ensemble des composantes du milieu tel qu'on pouvait le trouver en Amérique du Nord à la fin du Permien. Représenter des relations, ici une relation qui est suggérée comme étant une relation trophique, c'est-à-dire de prédateur à proie, mais aussi des relations mutualistes. Alors si vous n'y prenez pas attention, vous ne verriez peut-être pas, il faut bien regarder, où est la relation mutualiste. Bien, je vais guider votre œil. Ici, sur le museau de ce théropode, vous avez deux petits oiseaux qui ont la fonction du pique-bœuf. Le pique-bœuf, c'est un oiseau de la savane africaine aujourd'hui. Le pique-bœuf, comme vous le savez, va aller fouiller dans le pelage des zèbres, des gnous et des buffles pour extirper de ce pelage les parasites externes. Donc l'oiseau rend service aux grands mammifères parce qu'il le débarrasse de ses parasites et le mammifère, quelque part, nourrit l'oiseau, si je peux le dire comme ça. En tout cas, le mammifère laisse faire. Il se débarrasse ainsi de ses parasites. Ces relations mutualistes existaient évidemment à l'époque des dinosaures. Et ici, vous avez donc deux dinosaures en posture, en relation mutualiste, pardon. Un dinosaure théropode non avien, le gros, et deux véritables oiseaux en petit. Donc les fonctions épistémiques du dessin, elles dépassent ce que je viens d'expliquer là, parce que pour l'instant, on en est resté au stade de l'illustration. Je vais aller de plus en plus, mon chemin va aller de plus en plus, de manière de plus en plus abstraite. Le dessin participe d'une complémentarité avec le langage. En tout cas, il va suppléer l'imprécision du langage. Un petit exemple trivial, si je vous dis par exemple, si je vous donne la définition de l'humérus. Alors ouvrez les guillemets, l'humérus, c'est le premier segment proximal, c'est-à-dire vers le milieu du corps, premier segment du squelette du membre antérieur d'un animal à quatre pattes. Un animal à quatre pattes, ça s'appelle un tétrapode. Bon, si je le définis comme ça, je n'ai pas besoin de dessin pour définir l'humérus. Premier segment du squelette d'un membre antérieur
d'un membre antérieur d'un animal qui a des pattes, quoi. Et donc, voilà, le dessin est superflu. Alors, si je vous fais un dessin, bien sûr, vous saurez désigner desquels des os dont je parle, lesquels des os il s'agit ici. C'est l'os bleu, bien sûr, hein, le premier segment, quelle que soit sa forme, même quelle que soit sa fonction, eh bien, la relation d'homologie est indiquée ici par la couleur. Homologie, homo, logos. Logos, c'est le discours, homo, c'est les mêmes. L'homologie, c'est le même mot qui va être porté par des structures qui, dans le détail, vont différer, bien sûr, y compris d'ailleurs dans leur forme. Ici, tous ces humérus n'ont pas la même forme, en bleu, et pas la même fonction non plus. À droite, il va y avoir une nage, et au milieu, ici, il y a un membre antérieur qui vole. Donc le dessin est superflu. Par contre, si je vous dis une aile, compte tenu que dans la nature, les fonctions ont un rapport très lâche avec les structures, d'une part, et d'autre part, le fait que la zoologie n'ait pas épuré son vocabulaire. On appelle aile tout ce qui pousse l'air. Si j'essaie de définir l'aile, et que je vous dis c'est ce qui pousse l'air, c'est une définition fonctionnaliste, hein, ce n'est pas une définition structuraliste, eh bien on ne sait plus de quoi on parle. Et là, il vous faut un dessin pour savoir de quelle aile vous parlez. Parce que sinon, si je dis aile, une aile de mouche, ici une aile de papillon, si vous voulez, n'est absolument pas comparable, ni en origine, ni en structure, à une aile de pigeon. Et donc, là, le dessin me permet de préciser, de suppléer, si je peux le dire comme ça, l'imprécision du vocabulaire. Malheureusement, la zoologie n'a pas fini d'épurer son vocabulaire. Le dessin peut suppléer l'imprécision du langage, donc, et ensuite, le dessin sert à théoriser le présent. Et là, je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup. C'est une image qui a été publiée en 1555. Et cette image a été publiée au XVIe siècle. Et là, Pierre Bellon, qui a publié cette image, a fait un geste extrêmement fort avec le dessin. Jamais vous ne verrez un pigeon ou un poulet se tenir dans cette position. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Bellon? Il a déplié le poulet, si je peux le dire comme ça. Il n'est pas du tout dans sa posture naturelle, il est pendu à un crochet. Il l'a déplié dans une posture pour le rendre comparable au squelette humain qui est à côté. Et donc, derrière ce parti pris dans la représentation du squelette, vous avez évidemment la comparaison qui s'impose à votre œil. Et c'est ce qu'a voulu faire Bellon. Oh, si je compare un squelette de poulet et si je compare un squelette humain, c'est bizarre, je vois les mêmes pièces. Dire ça au XVIe siècle, on commence à mettre le doigt dans un truc un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu chaud. Ça rigole pas au XVIe siècle, hein, l'Inquisition est active. Bellon est très discret dans le texte. Il ne va pas tirer de conclusion du fait que votre œil soit capable de repérer des régularités entre les deux squelettes. Et ces régularités sont même indiquées par des lettres, vous voyez, la lettre L, la lettre O, etc. Ne pourrait-on pas croire, nous disait Diderot un peu plus d'un siècle après, ne pourrait-on pas croire, nous disait Diderot, que finalement, de ce même moule animal, nous ne verrions que des versions dans lesquelles ils ont été modifiés, transformés, amplifiés dans certaines parties, réduits dans d'autres parties. C'est le début du transformisme. La comparaison en histoire naturelle, c'est le début du discours transformiste. Mais Bellon ne va pas le faire textuellement, il le fait picturalement, il le fait avec un dessin. Et donc le dessin ici vient en appui d'un début de discours qui ne s'avoue pas. Mais on est là en train de théoriser le vivant, en fait. Donc le dessin vient à l'appui d'une théorie du vivant qui ne s'affiche pas. Le geste va être encore plus fort chez Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Alors le dessin n'est pas de lui, le dessin il est d'autres auteurs, plus obscurs d'ailleurs, mais qui avaient soumis un manuscrit à l'Académie des sciences en 1829. Et ce manuscrit produisait un geste théorique extrêmement ambitieux, enfin audacieux pour l'époque, c'était de dire il y a quand même un plan commun entre un mollusque céphalopode à droite, c'est-à-dire ici une seiche,
il y a quand même un plan d'organisation commun entre une sèche et un vertébré ici à gauche. Et à l'appui d'un discours de correspondance qui est tout à fait théorique, ces auteurs avaient replié un chien sur son propre dos et dans une posture qui n'est absolument pas une posture naturelle de chien. Vous imaginez, il faut casser la colonne vertébrale pour arriver à plier un chien comme une épingle à nourrice, comme ça. Eh bien, on remarquerait que les organes sont situés à peu près aux mêmes endroits. Et donc, pourquoi est-ce que c'était audacieux à l'époque? Parce qu'en 1829, nous sommes sous le règne de Cuvier, en anatomie comparée, et Cuvier considère qu'il existe 4 plans d'organisation irréconciliables entre les animaux. Il y a le plan radiaire des méduses ou des étoiles de mer, il y a le plan des mollusques, il y a le plan des articulés, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les arthropodes, ceux qui ont le squelette à l'extérieur du corps, et finalement le plan des vertébrés. Et donc, les auteurs de ce manuscrit font un lien entre 2 plans que Cuvier avait jugés irréconciliables. Geoffroy Saint-Hilaire est celui qui doit produire un rapport sur ce manuscrit proposé à l'Académie pour publication. Et Geoffroy Saint-Hilaire s'enflamme pour ce manuscrit. Il est absolument enthousiaste, et pour cause, Geoffroy, dans sa carrière, ne va cesser d'essayer de réconcilier les plans d'organisation que Cuvier, lui, de son côté, voulait maintenir absolument séparés. Et donc, Geoffroy, en recommandant la publication de ce manuscrit et en s'en faisant le prosélyte, si vous voulez, va attirer les foudres de Cuvier, et ça va être le début de la fameuse controverse célèbre de 1830 entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier à l'Académie des sciences, avec communications successives, l'une réfutant les arguments de la précédente, et comme l'intelligentsia française de l'époque est nourrie d'histoire naturelle, l'histoire naturelle est un exigible de la culture à l'époque, eh bien, tout le monde suit la controverse, et même les gazettes parisiennes se font l'écho de « alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quel contre-argument M. Cuvier a-t-il apporté à M. Geoffroy Saint-Hilaire, etc. » L'affaire durera jusqu'en 1832, date du décès de Georges Cuvier. Alors pourquoi est-ce que je rappelle ça? C'est que finalement, je ne vais quand même pas aller jusqu'à vous dire que c'est un dessin qui a déclenché la controverse, il ne faut pas exagérer, mais le dessin participe de cette même fonction de théorisation du vivant, comme l'avait fait Bellon. Eh bien, ce dessin ici, début 19e siècle, va reproduire le même geste d'une théorisation du vivant. Finalement, qu'est-ce qui nous sépare entre le dessin et le schéma? Alors, le schéma véhicule des idées, bien sûr, mais le schéma est tout de même dessiné. Et donc, il faudrait peut-être une séance entière pour essayer de discerner le trajet qu'il nous faut entre un schéma aussi abstrait que celui que vous voyez là. Là, vous avez quelqu'un a bien dessiné cet arbre. C'est la seule figure du livre qui s'intitule « De l'origine des espèces » de Charles Darwin, paru en novembre 1859. C'est la seule figure du livre. Mais évidemment, de ces figures tout à fait théoriques, on va en publier toute une série. Là, ici, l'un des dessinateurs de notre atelier d'iconographie scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, Didier Geffard-Kuriyama, a produit cette figure pour caractériser les arbres, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont de différent, caractériser les différents types d'arbres que l'on peut trouver pour théoriser les relations entre les êtres vivants. Alors évidemment, je ne vais pas détailler cette figure, bien sûr, en fonction de ce qu'il y a en haut, on explicite la nature des liens entre les objets, et pour ce qui est des colonnes, eh bien, des lignes, pardon, on va signifier ce qui est présent au point de jonction entre des lignes. En quelque sorte, les lignes versus les points de jonction entre les lignes. Quelle signification ont ces dessins? Ils en ont différentes selon les époques. D'ailleurs, ici, on peut poser des noms de grands naturalistes sur ces figures. Donc, il est évident que le dessin participe évidemment on peut s'extraire de la représentation du réel pour aller dans des sphères extrêmement abstraites. J'espère vous en convaincre. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est un peu dessiner ce qui n'existe pas. Et c'est un peu mon petit plaisir ce soir que de vous présenter ça. C'est pas seulement théoriser des choses abstraites, c'est représenter des théories, en fait, avec un dessin.
Et je prendrai comme exemple une affaire qui m'a beaucoup amusé, c'est l'affaire de l'origine des oiseaux. Vous savez qu'en 1860, on découvre ce fossile, Archaeopteryx lithographica. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fossile? Ce fossile décoiffe tout le monde à l'époque parce que vous avez une mosaïque de caractères absolument absente de la nature actuelle. Imaginez-vous un organisme qui a des plumes, de toute évidence, mais n'a pas de bec. Il y a un museau avec des dents. Il y a un sternum absolument plat. Il n'y a pas de carène sur le sternum, mais il y a une fourchette, ce qu'on appelle la fourchette, c'est-à-dire les deux clavicules fusionnées. C'est ce qu'on appelle l'os du bonheur chez le poulet. Il y a une fourchette qui est à caractère d'oiseau, mais le sternum, au lieu d'être caréné, est tout à fait plat. Il y a un doigt retourné vers l'arrière du pied, ça c'est un caractère d'oiseau, mais au lieu d'avoir un moyen de queue à l'arrière, il y a 22 vertèbres dans sa longue queue. Et donc, on a ici une mosaïque, tantôt de traits qu'on pourrait qualifier de reptiliens, tantôt de traits qu'on pourrait qualifier de aviens, c'est-à-dire des traits d'oiseaux. Et donc, cette espèce de mélange bouleverse un petit peu la communauté scientifique. On a ici quelque chose qu'on va faire apparaître à l'époque comme l'ancêtre des oiseaux. Alors évidemment, ce fossile va faire couler beaucoup d'encre, on va en découvrir plusieurs spécimens. Et là, il va s'agir de décrire au tout début du XXe siècle, de dessiner finalement ce dont on n'a aucune trace. Comment dessiner quelque chose qu'on n'a pas sous la main. Entre 1906 et 1917, je vais vous montrer une série de dessins où des paléontologues vont dessiner des choses qu'ils n'ont pas vues. Mais ces dessins vont venir à l'appui de la théorie qu'ils veulent défendre. Alors notamment ici, Pycraft en 1906, qui dessine un animal virtuel pour soutenir sa théorie de l'origine arboricole des oiseaux. Pour Pycraft, se pose la question de savoir, mais comme des chercheurs des quelques décennies précédentes, la question qui se posait, c'était comment les plumes avaient-elles pu apparaître chez un animal qui ne volait pas, et comment un animal sans plumes, si la tentative du vol avait précédé les plumes, comment un animal sans plumes aurait-il eu l'impulsion d'essayer de voler, en quelque sorte. Ça se mélangeait un petit peu dans la tête des gens. Et pour résoudre ce problème, Pycraft dessine un animal quadrupède, donc qui marche avec ses 4 membres, mais dont les écailles de la queue et les écailles des membres antérieurs commencent à s'allonger dans leur frange arrière, avec, vous le remarquerez à l'avant, un allongement des doigts 3 et 4, qui sont les doigts qui terminent les ailes d'oiseau, en quelque sorte. Et comble de l'audace, non seulement il dessine ce qu'aurait dû être un animal si les oiseaux avaient eu leur origine à partir des arbres, si un lézard s'était mis à vouloir sauter d'arbre en arbre, si vous voulez, mais en plus il va nommer avec un nom latin cet animal, il va l'appeler Pro avis. Pro, c'est pré, le précurseur, un précurseur d'oiseau. Avis, aves, c'est l'oiseau. Et donc, on a là un dessin absolument amusant. On dessine ce que personne n'a jamais observé, en réalité. Il y a comme une espèce... Alors, si vous n'assignez au dessin scientifique qu'une fonction descriptive, vous pourriez vous dire il y a un abus de dessin, là, quelque part. Mais si vous acceptez que le dessin puisse participer de la théorisation en sciences, eh bien, alors là, Pycraft est dans son bon droit. Il va essayer de dessiner ce qui aurait pu être ou ce qui aurait dû être. Ce Pro-avis est tellement sérieux que 50 ans après, chez le fameux peintre hongrois Zdeněk Burian, on retrouve le dessin du Pro-avis dans cette série de... peut-être certains d'entre vous, si vous êtes intéressés à la paléontologie, personne n'a pu échapper aux fameuses peintures de Burian. Et dans son grand ouvrage publié, traduit en français, dans les années 70, même dans les années 70, on retrouve cette peinture de Pro-avis par Burian. Donc le Pro-avis a fait long feu. Il ne s'est éteint véritablement, le Pro-avis, qu'avec les années 80, c'est-à-dire lorsqu'on commence à identifier une véritable origine intra-dinosaurienne des oiseaux. Alors, d'autres collègues ne sont pas d'accord, notamment le paléontologue hongrois Franz Nopska. Lui publie en 1907 une autre interprétation de Pro-avis, dans une théorie où l'origine
du vol, c'est à partir du sol, en fait, et pas à partir des arbres. Et donc, poursuivant des insectes en vol, l'animal courant après les insectes aurait vu des structures porteuses allégeant de plus en plus sa course et lui permettant d'attraper des insectes. Bon. Origine donc à la fois bipède et terrestre du vol, pour Nopska. Théorie qu'on trouve encore, ce dessin, je l'ai tiré d'un traité de paléontologie publié en 1955. Donc, finalement, c'est allé assez tard dans le XXe siècle, cette histoire. Heilmann, en 1913, lui, pense qu'il y a une origine arboricole de Proavis, mais pas chez un quadrupède, chez un bipède. Et le voilà qui commence à dessiner un bipède dans les arbres. Et lorsqu'il le représente au sol, eh bien, on voit bien que ces animaux sont bipèdes. Et donc, c'est pas fini. Steiner, en 1917, lui, pense qu'on a ici un Proavis bipède coureur et arboricole qui est à l'origine du vol. Cette figure est reprise d'un traité de paléontologie que j'ai et qui est publié en 1955. Donc là, on est sur des gens qui publient plusieurs versions d'un animal inscrit chacun dans une théorie particulière de l'origine du vol chez les oiseaux. J'oubliais Tetrapteryx en 1915. C'est William Beebe qui publie Tetrapteryx et qui imagine un animal qui saute d'arbre en arbre avec des plumes qui lui poussent à la fois aux membres antérieurs et aux membres postérieurs. La réalité est venue au rendez-vous des fossiles s'agissant de Tetrapteryx, puisque même si ce nom est abusif, il ne s'agit pas d'un taxon qui a été observé dans la nature, c'est tout comme Proavis d'ailleurs. Donc Tetrapteryx tétra, c'est 4, ptéros, c'est l'aile, 4 ailes. Tetrapteryx n'a pas été non plus trouvé à l'état fossile. Par contre, plus tard, en Chine en 2013 et en 2001, respectivement, on retrouve des animaux qui ont en effet des traces de plumes sur les membres postérieurs, pas seulement antérieurs, mais postérieurs aussi, chez Orornis du Jurassique de Chine et chez Microraptor dans le Crétacé inférieur de Chine en 2001. Et donc, tout se passe comme si, finalement, le fossile était arrivé au rendez-vous de Tetrapteryx, mais le second n'est pas à l'origine des oiseaux. Le premier est beaucoup plus proche des oiseaux que ne l'est le second. Donc, théoriser le passé, vous avez compris, le dessin sert aussi à inscrire un scénario théorique dans une démarche de recherche. Le dessin va plus loin. Il y a comme une espèce de continuum entre l'observation scientifique de ce qui est et la spéculation. La spéculation, c'est quand on va chercher probablement à extrapoler ce que l'on voit aujourd'hui à partir d'un cadre théorique sans véritablement avoir des bases solides pour l'extrapolation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la spéculation, et le dessin rejoint une fonction créative. Alors le dessin sous forme de dessin ou sous forme de sculpture, dans les années 80, on s'est mis à imaginer, alors je n'y crois pas un seul instant bien sûr, mais je le montre parce que c'est amusant, le dessin et la sculpture sont venus étayer chez Dale Russell en 1982 qu'est-ce qu'auraient pu devenir les dinosaures de grande taille s'ils n'avaient pas disparu. Alors l'anthropocentrisme est tellement fort dans l'imagination de ce paléontologue qu'il y a tout un bagage argumentatif pour finir par dire que le dinosaure aurait franchement ressemblé à un humain. Et d'ailleurs, vous le voyez bipède à gauche ici, à droite, pardon, sur la figure de droite, vous le voyez bipède à côté d'un Compsognathus, et on l'appelle le dinosauroïde. J'ai essayé de, dissuader des équipes de médiation à Toulouse pour ne pas faire ressurgir ce dinosauroïde dans une exposition au Musée d'histoire naturelle de Toulouse. Pourquoi ? Parce que je considère que sur le plan scientifique, ces spéculations ne sont pas étayées. Et surtout, elles sont mues par un anthropocentrisme latent. C'est-à-dire que si les dinosaures de grande taille avaient eu une suite après le Crétacé, est-ce qu'il aurait fallu vraiment qu'ils convergent vers une forme humaine telle qu'on la voit ici ? J'en suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est plus l'expression d'un désir
téléologique, pour ne pas le citer, que d'un travail scientifique. Alors, il y a eu évidemment énormément de travaux. Laissons le dinosauroïde de côté. Le dessin est venu à l'appui de spéculations qui sont fondées sur un principe actualiste, c'est-à-dire cette idée que finalement les règles qui régissent les rapports des organismes dans un écosystème et les lois qui régissent les pressions physiques et chimiques sur ces mêmes écosystèmes, celles qui prévalent aujourd'hui ont été les mêmes que celles qui étaient à l'œuvre hier. Et donc, à partir de ce principe qui remonte déjà au XIXe siècle, on peut, ou les scientifiques se croient peut-être autorisés à faire des travaux de diffusion des connaissances, c'est comme ça qu'ils le présentent, pour dire qu'est-ce qu'aurait été, quels seront par exemple ici les mammifères du futur. Alors, Dickson est un peu plus, comment dire, sérieux que le précédent, c'est-à-dire que comment dire, il ne va pas forcément faire converger les mammifères vers un nouvel humain, mais en tout cas, il y a toute une faune inventée, d'une faune qui pourrait être celle dans 50 millions d'années ou dans 100 millions d'années. Alors, j'aimerais dire tout de suite que ça se présente, même si ça repose sur le principe d'actualisme, qui est un principe scientifique, à certaines échéances, on ne sait pas prévoir l'évolution. Pourquoi ? Parce que l'évolution est une affaire de filtration par le milieu des générations qui se suivent. Quand je dis filtration, c'est-à-dire qu'en gros, l'environnement imprime sur les êtres vivants des contraintes qui font que seuls ceux qui, à un moment donné, dans un environnement donné, font plus de petits que d'autres, et c'est ceux-là qui vont se maintenir, les autres disparaîtront. N'oublions pas qu'il se fait beaucoup plus de petits que les milieux ne peuvent en soutenir, et que la mort est la règle et la survie est l'exception. Et si c'est l'environnement qui opère ce tri, cet environnement, je ne sais pas de quoi il sera fait demain. À certaines échéances de temps, c'est très difficile de prévoir l'évolution. On peut prévoir des tendances environnementales, bien sûr, à l'échelle du siècle, en identifiant les paramètres qu'on est en train de modifier d'ailleurs, et dont on sait qu'ils ont une certaine inertie. Mais à l'horizon du million d'années, et en dépassant même cet horizon, sur 10 millions d'années, eh bien, on ne sait pas du tout de quoi l'évolution sera faite. Et donc, je ne suis pas sûr que ce travail qui a été fait ici, sur soit les nouveaux dinosaures, soit les futurs mammifères, ce travail soit vraiment pédagogique, en fait. On peut prévoir la position des continents dans le futur, ça oui, puisque la géophysique nous enseigne quelles sont les forces de grande ampleur et de long terme qui s'appliquent aux plaques lithosphériques. Donc, il y a une géographie du futur qu'on peut dessiner, ça oui, parce qu'on est à la bonne échelle d'observation par rapport à l'échelle de prédiction. Par contre, s'agissant du vivant, eh bien, ces deux échelles sont découplées et on ne prévoit pas de quoi le vivant sera fait. Alors, je ne suis pas sûr que ces initiatives soient vraiment pédagogiques en matière de sciences biologiques. C'est plutôt un pied dans la science pour rêver. Voilà, on va de la science vers le rêve. J'ai comme devise celle de mon établissement, émerveiller pour instruire. S'émerveiller d'abord pour instruire ensuite. Ici, c'est plus finalement partir de la science, c'est-à-dire s'instruire, certes, pour s'émerveiller. Là, on fait fonctionner la relation dans l'autre sens. Alors, pour terminer mon propos, faire rêver sans que le scientifique ne l'ait voulu, sans que l'histoire naturelle ne l'ait voulu, la représentation du vivant, bien sûr, fait rêver. Et si vous avez des personnes animées d'une philosophie utilitariste qui iraient vous dire à quoi servent les paléontologues, si vous leur répondez à connaître le monde, déjà, on n'est pas sûr que connaître, ce soit bien reçu. En plus, connaître le monde passé, alors là, franchement, quelle utilité entre nous. Ah si, tiens, quand même, la paléontologie est utile à l'industrie pétrolière. Bon, d'accord. Mais sinon, franchement, un archéoptérix, à quoi ça sert ? Il n'y aurait pas eu toute cette production cinématographique s'il n'y avait pas eu des paléontologues pour extirper des fossiles. Bon, allez, Jurassic Park, par exemple. Il n'y aurait pas eu de Jurassic Park si on n'avait pas connu Vélociraptor ou si on n'avait pas connu Tyrannosaurus. Bon, évidemment, l'histoire naturelle, sans qu'elle l'évolue, permet à de nombreux de nos jeunes concitoyens et moins jeunes de rêver.
Ça oui, mais les artistes dans l'autre sens. Les artistes, eux aussi, lorsqu'ils décident de nous émouvoir par la fidélité de la restitution d'une forme vivante, qui les ont émus, qui les ont émus eux-mêmes, eh bien, lorsque le geste artistique se part d'une précision scientifique telle, on pourrait dire que l'artiste se transformerait presque en scientifique. Les lions de Rosa Bonheur n'ont rien à envier de la description scientifique de ce que c'est qu'un lion. Et donc là, c'est l'art qui rejoint, sans l'avoir voulu, lui non plus, mais qui rejoindrait presque l'acte scientifique de décrire ce qui existe. On retrouve ce geste d'ailleurs bien enraciné dans le naturalisme anglais au XVIIIe et au XIXe siècle. Ici, une peinture de Martin Heath en 1875. Faire du dessin scientifique une rigolade, parce que s'émerveiller, c'est une chose, mais finalement, rire avec les sciences, c'en est une autre. Et le dessin y participe aussi. Alors, ceux d'entre vous qui êtes familiers de l'histoire naturelle et en particulier de la zoologie n'ignorent pas l'immense canular lancé par un professeur de l'université française, Pierre-Paul Grasset, qui a publié une œuvre monumentale, qui a dirigé, une œuvre monumentale, le fameux traité de zoologie de Grasset, dont la parution d'ailleurs s'est produite en plusieurs tomes à partir des années 50 et publications qui se sont poursuivies jusque dans les années 80. Pierre-Paul Grasset avait inventé, alors sur la figure de droite ici, ce qu'il appelait les rhinogrades. Des rhinogrades, il s'agissait d'animaux nés sur une obscure île du Pacifique. C'était pas Hawaï, c'était les îles Ayayay. Et sur les îles Ayayay, une radiation évolutive s'était mise en place d'animaux qui avaient pour habitude de marcher sur leur nez. Rhinograde, le nez en forme de pied, voilà. Et donc, ces animaux étaient extrêmement divers et le livre est fait d'une manière tout à fait, sérieuse, quelque part. Disons qu'on va mimer le style d'un traité de zoologie de l'époque. L'ouvrage étant paru en 1962 sous le nom de Harald Stumke. Harald Stumke, c'est le nom, évidemment, c'est le nom du scientifique imaginaire qui a produit ce traité sur les rhinogrades. Alors là, le geste de Grasset, il est multiple. C'est un peu une blague de potache, quelque part, que de faire une parodie de traité de zoologie, alors que lui-même dirigeait un traité immense de zoologie. Mais il en a profité quand même dans l'introduction de ce petit traité pour fustiger la biologie darwinienne, car Pierre-Paul Grasset, faut-il le savoir, était lamarckien dans sa façon de concevoir le changement organique, et donc il profite de ce traité, ce pastiche de traité pour lancer des pics, en quelque sorte, à la biologie de son époque. En 2012, un éditeur s'est demandé s'il y avait du nouveau à propos des rhinogrades. Et donc, en effet, un éditeur a republié le traité des rhinogrades de Grasset. Malheureusement, il l'a fait de manière colorisée, ce qui n'apportait rien, m'a-t-il semblé, à la patte, quelque part, à la patte de l'œuvre initiale. Mais on m'a demandé de faire une mise au point de ce qui avait bien pu se découvrir depuis. Alors, très sérieusement, j'ai fait des recherches bibliographiques et j'ai bien dû faire état du nasoperforator, c'est-à-dire ce nouveau rhinograde qu'on a retrouvé dans le bois des forêts de l'île de Santo au Vanuatu. Car les rhinogrades, je vous rappelle, il s'agit d'une radiation sur des îles du Pacifique, une radiation évolutive des îles du Pacifique. Le nasoperforator est un animal qui perfore le bois grâce à son nez qui a été envahi par l'émail des dents. Et donc, il est xylophage, il se nourrit du bois qu'il perfore. Lorsque j'ai présenté ça dans une association de naturalistes, le journaliste qui animait le débat n'avait pas compris que les rhinogrades étaient
une blague de potache, en fait, mais qui remontait aux années 60. Et donc, quand très sérieusement, je me suis mis à exposer la découverte des nouveaux rhinogrades devant le public, j'ai découvert, sans le savoir, que mon interlocuteur me prenait au sérieux. Et de ce fait, le public, qui n'était pas informé de la blague, avait pris à la fois le présentateur et l'orateur au sérieux. Et donc, ça a provoqué un remous dans la salle lorsque j'ai dû révéler que c'était un canular d'universitaire. Et donc là, en effet, le public, une partie du public était vexée du fait qu'on ait pu abuser de leur confiance quelque part. Et donc la séance, même si elle s'est finie avec des rires, elle était un peu amère tout de même, parce que si les scientifiques se mettent à blaguer et que vous ne savez pas qu'ils se mettent à blaguer, eh bien, vous avez le sentiment que votre confiance a été abusée. Or, cette confiance que le public remet dans la parole des scientifiques, elle est précieuse, bien sûr. En tout cas, elle est précieuse à mes yeux, et je pense que socialement, plus globalement, elle est précieuse. Donc j'en termine avec les rhinogrades. Il n'y aurait pas eu de rhinogrades s'il n'y avait pas eu de dessin pour les représenter. Alors, toujours dans la dynamique des rhinogrades, un dessin très réaliste de ce qu'ont dû être les dinosaures théropodes peut être utilisé dans un but qui n'est pas ni réaliste ni véritablement sérieux. Ici, Damien Martin, un illustrateur talentueux que j'apprécie, se représente lui-même en train de laver les dents de son tyrannosaure domestique. Bon, évidemment, la scène peut faire sourire quand on voit le nombre de tubes de dentifrice qu'il a dû utiliser pour nettoyer les grosses dents de l'animal. Et je terminerai mon propos ce soir par la diffusion, car je vous ai parlé du rôle du dessin dans la description de ce qui est dans la nature. Je vous ai parlé du rôle du dessin, du rôle épistémique du dessin dans la théorisation qu'on a besoin de produire pour comprendre la nature. Mais évidemment, mon troisième mot-clé, c'est la diffusion. Et franchement, je n'ai pas besoin de faire de démonstration. Quand je vous disais que le dessin supplée l'imperfection des mots, si je vous dis « yikwi », y a-t-il des paléontologues dans la salle? Yikwi, ça ne veut rien dire, yikwi. Yikwi, si je vous dis que c'est un fossile, il est absolument absconce tant que je ne le représente pas. Et ça, dans l'édition en histoire naturelle, on le sait bien. Produire un texte pour le grand public, c'est ce qu'on appelle de la diffusion des connaissances. Produire un texte pour le grand public et mettre des noms en latin, en italique, sans représenter les organismes, fussent-ils des micro-organismes, fussent-ils des plantes, fussent-ils des animaux, eh bien, on tape à côté. Tout mot latin, tout mot qui sort en quelque sorte de l'appréhension quotidienne de la nature doit être illustré. Donc yikwi, là je reprends une illustration publiée dans le journal Nature, c'est un dinosaure qui n'est pas un oiseau. Par contre, il a une aile. Pourquoi est-ce qu'il a fait beaucoup de bruit, ce dinosaure? Parce qu'il a une aile, ce qu'on appelle la 4e aile des vertébrés. Il a une aile absolument originale sur le plan anatomique. Les 3 doigts que vous voyez devant, c'est les 3 doigts classiques avec lesquels les oiseaux vont porter leur aile. Mais cet animal, c'est comme si vous aviez mélangé une chauve-souris et un oiseau. C'est-à-dire qu'il a une membrane, ce qu'on appelle un patagium. Et ce patagium est tendu non pas avec le squelette des doigts comme on le fait chez les chauves-souris, mais il est tendu par un os styliforme, un éperon donc, qui vient du carpe. En fait, c'est un os du carpe, un os du poignet en forme d'éperon. Et vous voyez cet éperon ici tendu vers l'arrière. Eh bien, cet animal tend son aile avec non pas les doigts comme le font les chauves-souris, non pas tend avec le bras comme le font les oiseaux. Il n'a pas de aile porté par des plumes asymétriques, comme c'est le cas chez les oiseaux. Il a des plumes péliformes, mais pas des plumes asymétriques permettant le vol. S'il vole, il vole avec son patagium comme une chauve-souris. Donc c'est un truc complètement nouveau, disons-le, qui a beaucoup étonné. Et cet animal, il a été décrit par des chercheurs chinois, d'où le nom qui semble étrange pour des scientifiques qui seraient habitués à manipuler le latin ou le grec. Ce yikwi, si on ne le représente pas, là ici il est interprété, si on ne le représente pas, eh bien il est impossible de savoir
de quoi on parle. Donc j'espère vous avoir convaincu du fait que le dessin scientifique est indispensable à l'histoire naturelle. Ça fait partie de son vocabulaire. Et je vous remercie par cette image qui est une peinture de Zdeněk Burian et qui est la peinture qui m'a fait devenir naturaliste. J'adore cette peinture. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est pas un dinosaure. Voilà. L'animal n'a pas l'air terrifiant. Il est placide. Il a une tête de petit vieux. Bon, on n'a pas franchement l'impression de se faire menacer. Et il est dans une forêt, de plantes qui aujourd'hui n'ont plus de correspondance dans la nature actuelle, ravagée par un cyclone certainement. Je trouve cette figure, alors elle est scientifiquement, fidèle, elle est scientifiquement exacte, ce qui ne l'empêche pas d'être chargée d'une poésie incroyable. En tout cas, cette poésie, à moi, elle me parle. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Qui prend la première question ? Monsieur. Merci pour cette extrêmement intéressante. Je ne serai pas surtout le rappel du professeur Grasset, dont j'ai écouté les cours il y a très très longtemps, qui avait une érudition extraordinaire. Néanmoins, je ne crois pas, mais vous êtes plus savant que moi, qu'il ne fut complètement lamarckien. C'est lui qui a écrit, je crois, Toi, ce petit Dieu. J'en suis pas sûr. Et quand je suivais ses cours, je me souviens, il avait un accent chantant formidable. Et dans mes premières notes, j'avais écrit une pie jaune, parce qu'il parlait d'un oiseau, c'est une pie jaune, mais je n'avais pas compris que son accent du Midi lui faisait simplement dire que c'était la femelle du pigeon. Donc je ne pense pas qu'il était lamarckien. Il avait une érudition telle que je me souviens à la télévision, il avait des contradicteurs et il avait toujours une connaissance très précise pour donner un exemple qui contredisait complètement ce qu'avait dit son contradicteur. Oui. Alors, première réponse, avoir une vision lamarckienne, c'est pas un péché. Hein. Donc, je peux... alors, je ne l'ai pas ici, bien sûr, mais dans certains textes que j'ai déjà publiés, Grasset a des textes ou des phrases où il montre très bien par quel côté il n'a pas compris le darwinisme de son époque et par quel côté, du coup, il adopte sans peut-être le vouloir un lamarckisme latent, mais qui est le fond culturel auquel nous sommes tous soumis. En gros, plusieurs enquêtes ont montré que si vous demandez spontanément à un public, qu'il soit très jeune ou qu'il soit adulte, pourquoi en Afrique les éléphants ont des défenses qui raccourcissent de proche en proche, génération après génération, la réponse spontanée qui va naître du public, les enquêtes le montrent, c'est une réponse lamarckienne. C'est très difficile de quitter le centrisme de l'individu pour se hisser au niveau de la population et réfléchir sur ce qui va se passer à l'échelle de la population. La logique darwinienne, malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est contre-intuitive, c'est-à-dire qu'elle nous décentre par rapport à nous-mêmes. Ce qui est dans l'intérêt de la population, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire dans la pérennité du lignage, n'est pas nécessairement l'intérêt de l'individu, et vice-versa. L'intérêt de l'individu n'est pas nécessairement l'intérêt de la population. Et donc, pour comprendre ce qui se passe à l'échelle de la population, c'est ce que fait la démarche darwinienne, il faut quitter la spontanéité de l'action, de l'agentivité de l'individu, si vous voulez. Et il faut, pour adopter donc une vision statistique et populationnelle, il faut passer par, une posture analytique dans notre cerveau. Et assez spontanément, cette posture, on ne la mobilise pas si facilement. Et donc, assez spontanément, nous avons des tendances lamarckiennes, c'est-à-dire si les choses se passent comme ça chez une espèce, c'est que les individus font des efforts dans le sens dans le sens qu'il faut pour évoluer de bonne manière, dans l'intérêt de l'espèce en quelque sorte. Et bon, évidemment, c'est pas la biologie moderne.
Voilà. On va pas repartir sur une conférence sur l'évolution, mais on peut y revenir si vous voulez, hein. Oui, merci pour avoir partagé ces formidables dessins. Je me demandais s'il y avait des exemples connus dans l'histoire des sciences où le dessinateur qui voulait reproduire la réalité avait fait une erreur, pas forcément intentionnellement, et que cette erreur avait été suffisamment importante pour mettre les scientifiques sur une fausse piste, qui avait développé une théorie qui s'est finalement révélée fausse a posteriori, mais qui a nourri la réflexion pendant un certain temps quand même. Est-ce qu'il y a un exemple connu ? Alors, oui, alors ça va vous paraître des détails, mais pour certains fossiles, typiquement, les dessins qui ont été produits par Pycraft et ses collègues, et les collègues de la même époque, est-ce qu'ils étaient dans l'erreur? Alors, rétrospectivement, c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Dans leur époque à eux, ils n'étaient probablement pas dans l'erreur, ils essayaient de rendre compte de ce qu'avait dû être le vivant dans un cadre théorique précis. Et ça n'a pas posé d'interprétation erronée dans la mesure où, de toute façon, ces organismes, on ne les avait pas. Par contre, il y a eu des reconstitutions erronées d'un animal. Ah ben voilà, on va se mettre à parler de bestioles dont je n'ai pas les illustrations. Donc, vous voyez, c'est important, l'illustration. Le spinosaure, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un spinosaure, mais c'est un truc qui est à peu près un peu plus gros qu'un tyrannosaure, mais avec une voile sur le dos. Pour ceux qui... Alors, évidemment, on va venir au cinéma, puisque je n'ai pas l'image. Si vous avez vu Jurassic Park 3, eh bien, qui met sa pâtée au tyrannosaure? C'est un spinosaure. Il a une tête de croco, une voile sur le dos, il est plus gros qu'un tyranno, il marche sur ses deux pattes arrière, et c'est la terreur de ces bois. Bon. Il y a eu, en effet, parce que l'original du spinosaure a été perdu dans les bombardements qui ont affecté l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. L'original du spinosaure n'était plus disponible. La reconstitution de l'animal avait été celle d'un animal bipède. Et c'est vrai qu'on a interprété de manière erronée toute la biologie de cet animal jusqu'à ce qu'on finisse par trouver d'autres fossiles, d'une part, et d'autre part qu'on analyse la structure histologique des os. Et on s'est aperçu que la structure des os était celle d'un animal aquatique. Et ce qui fait que ce spinosaure aujourd'hui, si on cherche un petit peu les reconstitutions les plus modernes de cet animal, eh bien, on en fait un dinosaure nageur, et c'est le seul d'ailleurs, c'est la seule espèce qu'on connaisse qui ait été quasiment complètement aquatique. Alors, évidemment, il allait à terre pour pondre, mais à terre, il se déplaçait non pas comme bipède, mais en tant que quadrupède. Le centre de gravité du corps était très porté vers l'avant, et donc c'était certainement pas un animal bipède comme on le présente dans Jurassic Park. Donc le cinéma, je réponds à côté de votre question, je suis malin, hein, mais le cinéma a fait des erreurs des scientifiques, il n'y est pour rien, bien sûr, mais aujourd'hui, rétrospectivement, 20 ans après, on s'aperçoit que le spinosaure était erroné. Donc la réponse est oui, on a dessiné des choses erronées, bien sûr, mais ça n'a pas été gravissime, enfin, ça n'a pas entaché tout un pan entier d'une science particulière. Pour aller dans le même sens, il y a peut-être aussi le fait qu'on a souvent tendance à reprojeter sur ce qu'on représente des choses qu'on connaît déjà. Et quand on est devant des animaux, par exemple, complètement impensables pour la première fois, on leur met des traits qui sont pas forcément les vrais. Je pense à des représentations où on voit des éléphants avec un cou, des choses comme ça, parce que je pense que... Des représentations de quoi, vous dites? D'éléphants avec un cou, ou des représentations, ou de rhinocéros, ou des choses comme ça, qui étaient... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un côté qui est un petit peu impensable de l'animal tel qu'on le voit, et sur lequel on projette des représentations avec lesquelles on n'est plus familier. Oui, ça c'est un des travers possibles de la reconstitution, c'est que c'est vrai dans la spéculation du dinosauroïde, hein. On veut absolument que le dinosaure devienne un humain, vous voyez. Mais dans la reconstitution d'une espèce incomplète, il doit y avoir là ils ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais je crois bien avoir vu ça déjà, la projection de ce qu'on sait des espèces actuelles sur un fossile incomplet.
Je crois que ça a été fait sur des tortues fossiles, ça. Mais ce n'est plus très clair dans ma mémoire. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des... Je suis là. Ah, pardon, oui. Est-ce qu'il y a des formations pour être dessinateur scientifique? Et est-ce qu'il y a des expéditions actuellement pour faire un inventaire d'animaux ou d'insectes qui intègrent à la version Darwin avec plein de gens sur un bateau pour aller dessiner tout ce qu'ils trouvent? Alors, les formations au dessin scientifique, il y en a dans les masters de mon propre établissement, au Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Je n'ai pas fait le tour de France, je vous avoue, de savoir s'il y a ces formations ailleurs. Par contre, si vous appelez formation des stages d'initiation au dessin naturaliste, mon propre établissement propose ces stages et devrait normalement dans les années qui viennent déployer un peu plus l'offre de stage qui est proposée. Mais le public, nous faisons face à un engouement du public, je vous le confirme, sur l'initiation au dessin naturaliste, à la fois par goût. Enfin, c'est difficile de démêler là-dedans qu'est-ce qui relève du goût esthétique et de ce qui relève de la volonté de représenter scientifiquement ce qui est. Il y a certainement il y a le mélange des deux, certainement, oui. Tout à fait. Question là-bas. Merci pour cet exposé. Je voulais revenir sur les histoires de canulars. Au 19e, on avait découvert cet animal incroyable, un monotrème avec un bec qui ressemblait un petit peu à un mammifère, mais qui n'était pas un mammifère, qui avait des œufs. Et c'était une époque où peut-être c'est le dessin qui a transmis l'information. Comment cette histoire s'est terminée? Ça a été accepté comme étant un animal qui était bizarre, enfin, ouais. À l'époque. Alors là, je dois m'excuser parce que comme il y a un écho. Ah pardon. L'histoire du monotrème. Il faut que vous approchiez votre micro de votre bouche, que je vous entende, parce que j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Pardon. Je suis désolée. Au 19e, on a ramené un animal qui était rapporté à un animal qui était très bizarre et qui avait des choses qui appartenaient aux mammifères, des choses qui appartenaient aux marsupiaux, d'autres choses, etc. Et c'était un monotrème, si je me souviens bien, de mes anciennes études. Est-ce que le dessin a eu une part importante sur le fait qu'effectivement c'était un animal et qu'il fallait bien y croire? Est-ce qu'il avait un bec de canard? Vous parlez de l'ornithorynque? Oui. Oui. Là, pour le coup, ce qui a été ramené en 1798, c'est un ornithorynque naturalisé dont les chercheurs du British Museum ont cru qu'il s'agissait d'une chimère que les explorateurs avaient l'habitude de ramener d'Asie du Sud-Est, parce qu'on vendait à prix d'or des chimères aux Européens, en leur faisant croire que c'était des espèces qui vivaient dans les forêts. Or, c'était des compositions. Ces animaux naturalisés étaient des chimères, des patchworks, des compositions en quelque sorte, des faux. Et l'ornithorynque était tellement surprenant à l'époque que le spécimen type du British Museum porte encore la marque du coup de ciseau que le chercheur a voulu mettre sur le bec pour prouver que ce bec, c'est un bec de canard qui a été cousu sur un castor, et on va pas nous la faire, on va pas nous faire croire que ce truc-là existe. Et en fait, si, le bec était il y avait bien, la suite du squelette du museau sous le bec. Et donc, ils ont bien dû se rendre à l'évidence que l'ornithorynque était réel. Mais on l'a pris pour un canular au début. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que le rapport avec le dessin, c'est que tant qu'on ramène d'expéditions des choses dessinées sans preuve matérielle, on ne peut pas savoir si on a affaire à un canular ou pas. Par contre, avoir le spécimen d'histoire naturelle pour pouvoir enfin donner un nom d'espèce normalisé et employable par tous, là, il faut vraiment un spécimen en collection et il n'y a pas de canular possible. D'ailleurs, votre intervention souligne l'importance des collections d'histoire naturelle. Bonjour.
Bonjour, je voudrais savoir, l'intelligence artificielle est un prédateur pour les dessinateurs. Comment cette technologie apparaît au niveau du Muséum d'histoire naturelle? Alors, très, très bonne question. L'intelligence artificielle, là je vais vous donner une réponse, mais en termes institutionnels. Je vais commencer par le plus grand bout. Le Muséum national d'histoire naturelle, en tant qu'institution de recherche publique, a pour rôle de garantir la fiabilité de connaissances en histoire naturelle. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que la fiabilité de ce qui existe en histoire naturelle, c'est garanti par des objets en collection, c'est garanti par des articles scientifiques qui décrivent les espèces ou qui décrivent des objets, au mieux avec des dessins. Et le dessin, il est absolument situé. On sait quand le dessin a été fait, à partir de quel spécimen, et d'ailleurs vous êtes obligé de publier le numéro de collection qui se rapporte au spécimen qui est dessiné. Tout ça participe de la fiabilité des sources d'information. L'intelligence artificielle, elle est, à mon sens, extrêmement inquiétante parce qu'elle va produire, si vous lui demandez avec les prompts adéquats, elle va produire une moyenne de ce qui se dessine sur une espèce donnée, ou d'ailleurs pour un texte c'est pareil, la moyenne de ce qui se dit, c'est la numérisation de la rumeur publique. C'est la synthèse de la rumeur publique au regard d'une affirmation sur le réel qui est soit grammaticale d'un côté, soit picturale de l'autre. Et donc, nous, en tant qu'institution, on ne peut absolument pas endosser ça, parce que notre rôle, c'est d'être la source, et non pas l'écho de la rumeur publique sur un sujet donné. Alors, j'ai vu quelqu'un, je ne le citerai pas, venir au bureau de la présidence du Muséum national d'histoire naturelle avec une exposition sous le bras. L'exposition s'intitulait « De l'intelligence artificielle à l'intelligence collective ». Et le gars voulait le partenariat du muséum sur sa proposition d'exposition. En quoi cela consistait-il? Il avait demandé à des IA de dessiner des gros plans de regard d'animaux en voie de disparition. Un gros plan sur le regard d'un éléphant, un gros plan sur le regard d'une grèbe huppée, un gros plan sur le regard du dodo ou je ne sais quoi d'autre. Et puis finalement, ces gros plans dessinés par IA, il s'agissait de les imprimer sur des boules qu'on aurait placées dans le jardin des plantes. Et le gars venait me demander depuis quand l'espèce considérée existait-elle et de garantir une date de disparition. Dans combien de temps elle va disparaître? Et donc ces regards étaient supposés remporter l'empathie, si ce n'est la compassion, des visiteurs qui se disent ce regard magnifique d'éléphant, il va disparaître dans tant d'années. Alors déjà prévoir quand est-ce qu'une espèce va disparaître, c'est très difficile, même si on met une fenêtre, une marge d'erreur. Mais c'est surtout que la représentation du vivant dans cette proposition d'exposition, elle n'était pas conforme au principe que j'ai précédemment énoncé. C'est-à-dire que ça n'est pas à nous, institutions, aussi, j'ai envie de vous dire, aussi talentueuse que l'intelligence artificielle pourrait être, ça n'est pas à nous de colporter la rumeur publique sur un sujet dont nous sommes les spécialistes. Vous voyez, c'est une question de nature de bien public. Et donc, un muséum d'histoire naturelle, la réponse, elle n'est pas technique, vous le comprenez, elle est sur le plan des principes. Un muséum d'histoire naturelle est censé être la référence en matière d'appréhension scientifique de la biodiversité, y compris dans la diffusion, pas seulement dans la production des savoirs, mais aussi dans la diffusion. D'ailleurs, la diffusion fait partie de nos missions statutaires. Merci. Encore une question, là. Juste, c'était pour vous remercier et juste dire un mot. Il y a une excellente revue qui s'appelle Espèces. Et je vous remercie encore. Vous ne l'aviez pas cité, donc je me permets de le faire. J'ai des flyers dans mon sac. Voilà. Je vais sortir les flyers. Et le prochain va paraître bientôt, là, au mois de mai, le prochain numéro. Merci à vous. Je vais mettre les flyers, là, si vous voulez. La revue d'histoire naturelle en kiosque à journaux, Espèces. Voilà. Allez, on prend encore une question là-haut. Merci beaucoup pour la présentation. À partir de quelle dimension, en termes d'espace, le dessin ne permet plus de théoriser le vivant? Par exemple, si on descend à l'échelle des cellules, au niveau des atomes. À partir de quel seuil, en fin de compte, on n'arrive plus à comparer?
On va trouver des similarités entre... D'accord, je vois. J'ai été confronté à ce problème dans un livre, un livre que j'ai commencé il y a fort longtemps, mais j'en suis à la 4e édition, en 2 tomes. Ça s'appelait « La classification phylogénétique du vivant ». Et on a dû demander une subvention au Centre national du livre, parce que si on voulait embrasser tout le vivant dans 2 tomes, il fallait plus de 1000 dessins, parce que, comme je l'ai dit précédemment, si c'était de fournir une structure de la classification du vivant avec des noms sans représenter ce que ces noms désignaient, le livre perdait énormément de sa pertinence et de sa présentabilité pour le public. Et donc j'étais confronté à ça. Pourquoi ? Parce que non seulement on voulait mettre sous une même charte graphique des animaux de grande taille d'aujourd'hui et la diversité de ce qui existe, y compris à petite taille, c'est-à-dire des paramécies. Alors ça va encore, les paramécies. Mais quand on est dans le monde bactérien, eh bien très vite, les caractères s'étiolent. On a quand même fait le pari de dessiner au trait des bactéries, comme on dessinerait au trait cet animal. En l'occurrence, non, celui-là est un fossile, mais comme on dessinerait une girafe ou un éléphant. Et donc, on a été confronté à ce problème. Il est toujours possible, en reprenant des clichés de microscopie électronique à balayage, il est toujours possible, en reprenant ces clichés, de représenter une bactérie par un dessin scientifique classique, mais il y aura très peu de caractères diagnostiques à dessiner. Et dans le monde bactérien, vous le savez certainement, la morphologie ne compte que pour une petite partie des caractères diagnostiques pour identifier une espèce. Il est beaucoup question de caractères biochimiques et maintenant encore plus de caractères génétiques. Donc c'est vrai que dans le monde bactérien, on n'y arrive plus. Alors les virus, on arrive encore à dessiner aussi. C'est la même problématique avec les bactéries. Même si les virus sont encore plus simples qu'une cellule, extérieurement, ils ont quand même une forme. Et on peut quand même faire le pari qu'on peut dessiner des virus. D'ailleurs, dans la prochaine édition, si je m'y attelle, dans la prochaine édition de la classification phylogénétique du vivant, coécrite avec Hervé Le Guyadère, chez Belin, dans la prochaine édition, on va s'attaquer aux virus. Donc, vous voyez, on n'a pas froid aux yeux. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Juste en se séparant 2 informations. La première, c'est que, comme d'habitude, je rappelle que ces conférences sont filmées. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Institut dans la semaine, en gros, qui suit la présentation. Donc, vous pouvez les revoir ou les faire savoir qu'elles existent et les diffuser autour de vous. Et puis, la deuxième, c'est que je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre, qui sera la 7e des conférences du cycle, qui sera le 26 mai avec Stanislas Dehaene, qui nous parlera de l'imagerie du cerveau. Merci.